Salut à tous. Bienvenue à nouveau. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. Je m'appelle Arthur. Quand votre épouse, après 10 ans de mariage, vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Je veux se divorcer », quelque chose change en vous. Que vous soyez prêt ou non. Sauf que j'étais prêt, mais pour être honnête, je ne l'avais pas vu venir ce jour-là, bien que ces mots semblaient soudains. La vérité qu'ils portaient ne l'était pas. Je vivais dans le silence bien avant qu'elle ne les prononce à voix haute. Elle pensait probablement que j'essaierais de la dissuader ou du moins que je lui demanderais pourquoi, mais tout ce que j'ai fait, c'est prendre une profonde inspiration et dire « Zaka ». Elle ne savait pas que j'avais déjà lâché prise avant ce jour. J'étais à bout de force. Je remplaçais un collègue en vacances, les journées étaient longues, et j'avais à peine assez d'énergie pour rentrer chez moi. En arrivant dans l'allée, tout ce à quoi je pensais, c'était d'enlever cette maudite chemise, de prendre une douche chaude et de m'effondrer dans mon lit. J'avais pris un burger et des frites sur le chemin du retour, sans même penser à envoyer un message à Sophia pour lui demander si elle voulait quelque chose. À vrai dire, je connaissais déjà sa réponse. Depuis des mois, les dîners étaient devenus un moment de silence. Quand ils avaient lieu, elle avait arrêté de cuisiner, j'avais arrêté de demander. Nos conversations étaient devenues brèves et purement fonctionnelles, comme deux collègues forcés de partager un bureau. Honnêtement, cela faisait longtemps que notre maison ne ressemblait plus à un foyer. En entrant, Sophia apparut du salon. « Il faut qu'on parle », dit-elle. Cette phrase seule me stoppa net, car aucun homme ne veut entendre cette phrase de sa femme. Ces dernières semaines, elle m'avait à peine regardé dans les yeux. Je lui demandais comment s'était passée sa journée, et elle marmonnait. Bien, sans même lever les yeux de son téléphone. Je rentrais dans un silence pesant. « Et maintenant, Soda inément. Elle voulait discuter, toujours avec mes chaussures, la cravate à moitié défaite. Je murmurais. « Est-ce que je peux juste prendre une douche rapide d'abord ? J'ai eu une longue journée. » Mais elle secoua la tête. « Non, ça ne peut pas attendre. » Et voilà. Je posais mes clés dans le bol près de la porte, me tournais lentement vers elle et me préparais à ce qui allait suivre. Sophia se tenait face à moi, les bras croisés, le visage indéchiffrable, et déclara « Je pense qu'il nous faut un divorce. » Au début, je n'ai rien dit. Pas parce que je ne l'avais pas entendu, mais parce que j'avais besoin d'un moment pour comprendre comment elle pouvait être si calme en détruisant quelque chose que nous avions mis des années à construire. Elle expliqua ses raisons, disant que notre mariage semblait sans vie, que nous ne faisions que suivre le mouvement. Elle mentionna notre manque d'intimité, comment nous ne nous connections plus comme avant. Elle donnait l'impression que nous étions des étrangers vivant sous le même toit, et peut-être, d'une certaine manière, l'étions-nous. Mais la façon dont elle décrivait les choses, comme si c'était une glissade mutuelle vers l'indifférence, c'est ça qui m'a touché, car je savais que ce n'était pas vrai. Ce qu'elle appelait un manque d'intimité était quelque chose qu'elle utilisait comme une arme chaque fois que je ne cédais pas à l'une de ses dépenses impulsives. La punition était rapide et silencieuse, regard froid, d'où tournées et semaines de rejet. J'expliquais doucement au début à quel point nos finances étaient serrées, qu'il fallait être prudent. Mais elle ne voulait pas être prudente. Elle voulait ce qu'elle voulait. Et quand elle ne l'obtenait pas, elle s'assurait que je me sente comme l'ennemi. Ses crises étaient silencieuses et cinglantes, avec des remarques passives-agressives à chaque occasion. Alors, quand elle a blâmé la dégradation de notre mariage sur une vague perte d'étincelles, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle réécrivait l'histoire, se posant en victime d'une négligence émotionnelle. Je lui ai demandé « Penses-tu vraiment que nous sommes irréparables ? Le divorce est-il la seule solution ?» Elle n'a même pas hésité. Elle a juste hoché la tête, puis, sans un mot, elle s'est dirigée vers le tiroir, en a sorti une enveloppe Kraft et me l'a tendue. C'était les papiers du divorce, déjà remplis, ne manquant que ma signature. Je n'ai pas discuté ni supplié. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que je ne reconnaissais plus la personne en face de moi. Peut-être que ça faisait longtemps que je ne la reconnaissais plus. J'ai pris les papiers et je suis allé dans la chambre en silence. J'avais besoin de ma douche. Dans la salle de bain, chaque mouvement semblait lourd, à cause de tout ce qui s'accumulait en moi, alors que l'eau chauffait, et embuant le miroir, je suis entré et je suis resté là un moment, laissant l'eau chaude frapper mon dos. J'ai fermé les yeux et laissé mes pensées vagabonder dans cette douche. Entouré seulement du bruit de l'eau frappant le carrelage, je réfléchissais à tout ce que j'avais ignoré. Avant, nous parlions de tout. Maintenant, nous ne disions presque plus un mot, sauf pour nous disputer ou nous corriger. À un moment donné, la connexion s'était rompue. Je me souvenais d'une dispute en particulier qui m'avait marqué. J'avais suggéré une thérapie de couple. Elle ne m'avait même pas regardé avant de rire et de dire « Tu penses que je veux m'asseoir dans une pièce pour parler de nos problèmes comme une femme au foyer pathétique ?»
Elle m'avait fait me sentir petit pour avoir même proposé de l'aide. Après ça, quelque chose en moi était mort. Elle trouvait toujours un moyen de me comparer au mari de ses amis. Je n'étais pas parfait. Je le savais. Mais je n'étais pas négligent non plus. Pourtant, pour elle, je n'étais jamais assez. Après un moment, j'ai arrêté d'essayer de correspondre à sa liste imaginaire de critères. Alors, quand elle a dit qu'elle voulait divorcer ce soir-là, j'aurais dû être dévasté. Mais dans cette douche, immobile sous la vapeur, j'ai réalisé que je n'étais pas brisé. Je n'étais même pas triste. J'étais soulagé. Ces mots ne m'avaient pas écrasé. Ils qui m'avaient libéré. Pour la première fois depuis longtemps, je n'essayais pas de réparer quelque chose qui ne voulait pas l'être. Quand je suis sorti de la douche, mes doigts étaient effripés, ma peau chaude, mais ma poitrine semblait plus légère. Je me suis essuyé en silence. J'ai enfilé une chemise propre et je suis allé directement au lit. Je n'ai pas pris la peine de dire bonne nuit. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai éteint les lumières, je me suis allongé et je me suis endormi. Le lendemain matin, après que Sophia m'ait dit qu'elle voulait divorcer, je me suis réveillé tôt. J'ai préparé du café comme d'habitude et je l'ai bu lentement. Je ne pensais pas à comment réparer les choses, je pensais à comment avancer. Après quelques minutes, je suis entré dans la cuisine où elle faisait défiler son téléphone et je lui ai dit j'aurais besoin de quelques jours. Je veux que mon avocat examine les papiers avant que je signe quoi que ce soit. Elle a hoché la tête et a dit c'est d'accord. À partir de ce moment, son comportement a changé presque instantanément. En quelques jours, elle a cessé de rentrer certaines nuits. Et quand elle rentrait, et c'était tard. Elle partait pour des soirées entre filles, habillée comme si elle avait 20 ans à nouveau. Je n'avais pas besoin d'un détective ou de preuves pour savoir qu'elle faisait quelque chose à l'extérieur. Je regardais simplement les dernières fissures de ce qui avait été notre mariage s'ouvrir grand. À ce stade, ce n'était pas quelque chose que je pouvais réparer. Quand mon avocat a enfin examiné les papiers, il a dit « Honnêtement, ça peut se faire discrètement. Nous ne possédions pas la maison. Nous étions juste locataires. Pas d'enfants, pas de compte d'épargne commun, celui que nous avions. Elle avait retiré son argent des mois auparavant. La voiture était encore sous financement. Et à part quelques appareils de cuisine partagés, il n'y avait rien qui valait la peine de se battre. Il a fait quelques suggestions mineures pour éviter les drames inutiles, surtout pour s'assurer que rien de caché ne reviendrait me nuire. J'ai apprécié ça. Je ne cherchais pas à me venger, je voulais juste en finir. Quand j'ai reparlé à Sophia du divorce, elle semblait surprise que je n'essaie pas de la convaincre de rester. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table, ses yeux cherchant quelque chose. Elle s'attendait probablement à ce que je la supplie ou que je m'effondre. Mais je ne l'ai pas fait. Puis elle t'a dit quelque chose comme pour tester les os. Alors, tu ne vas même pas te battre pour nous. Je me suis adossé à la chaise, j'ai pris une inspiration, la regardant sans ciller. Non. Ai-je dit, il n'y a rien à défendre si tu as déjà pris ta décision. Tu veux sortir? Sophie, je me mets juste de côté. Pendant longtemps, j'avais été celui qui essayait de réparer les choses, de combler le silence, d'adoucir les regards froids, de prétendre que sa distance émotionnelle ne me rongeait pas, mais quelque chose avait changé en moi bien avant qu'elle ne prononce le mot divorce. J'avais déjà commencé à faire le deuil de ce mariage alors que j'y étais encore. Alors, quand elle a finalement décidé d'appuyer sur la gâchette, je n'étais pas vraiment choqué. J'étais soulagé. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais enfin respirer. Avant la réunion finale avec l'avocat, avant que les papiers ne soient signés, et même avant que Sophia n'accepte les derniers ajustements, j'avais déjà discrètement loué une nouvelle maison. J'ai emballé ce qui m'appartenait et j'ai déménagé, une boîte à la fois, en silence. Le lendemain même où elle a accepté les conditions de l'avocat, j'étais parti avec mes affaires. Je n'ai pas attendu que les choses deviennent compliquées. Je n'avais aucun intérêt à ressasser de vieilles disputes ou à prolonger les choses. La séparation, elle a été simple, juste quelques signatures, et en un mois, le divorce était finalisé. J'étais surpris de voir à quel point il était facile de se séparer légalement de quelqu'un qui avait autrefois été tout mon monde. Mais peut-être que c'était une leçon. Je l'avais déjà laissé partir émotionnellement bien avant que la partie légale ne commence. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais m'asseoir dans mon propre espace, à mes propres conditions. Sans marcher sur des œufs ou prétendre que tout allait bien quand ce n'était pas le cas, je n'avais à me justifier auprès de personne, je pouvais simplement être. Je sais que ça semble simple, mais quand vous avez été dans une relation où votre paix semble toujours en négociation, ce genre de silence est précieux. Les gens me demandent pourquoi je ne suis pas parti plus tôt, pourquoi j'ai attendu qu'elle demande le divorce. La vérité, c'est que je ne voulais pas porter la culpabilité, je ne voulais pas être celui qui se demandait si j'avais abandonné trop tôt. Une partie de moi avait besoin de savoir que j'avais tout essayé. Mais Sophia, elle continuait à pousser, à blâmer, à escalader, jusqu'à ce qu'elle soit celle qui dise finalement « mettons fin à tout ça ».
Et vous savez quoi? Je l'ai remercié pour ça. Sa décision m'a donné la permission d'arrêter de me battre pour quelque chose qui s'était déjà effondré. Après le divorce, je ne m'attendais pas à revoir qui que ce soit du côté de Sophia. Je pensais que ses amis me traiteraient comme le méchant ou feraient comme si je n'avais jamais existé. Alors, quand je suis tombé sur sa meilleure amie, de toutes les personnes possibles, je me suis préparé à un regard froid ou à un commentaire passif-agressif. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, loin de là. C'était dans le parking d'un supermarché. J'avais mon nouvel appartement à quelques rues de chez son ami. Alors que je chargeais des sacs dans le coffre, j'ai entendu quelqu'un dire mon nom doucement. Je me suis retourné et elle était là, la meilleure amie de mon ex-femme. Elle venait parfois chez nous. Je n'avais jamais vraiment eu l'impression qu'elle m'appréciait beaucoup, mais maintenant, elle me regardait avec quelque chose de plus sincère, comme si elle me voyait vraiment. Elle a dit, j'ai entendu parler du divorce. Je voulais juste dire que je suis désolé que les choses se soient terminées ainsi. Tu ne méritais pas ça. Je suis resté là un instant, ne sachant pas comment répondre. C'était tellement inattendu que je ne savais même pas quoi ressentir. Puis elle a ajouté, honnêtement, Arthur, t'as toujours été bon avec elle. Certains d'entre nous l'ont vu, elle ne savait tout simplement pas à quel point elle avait de la chance. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais pensé. Je crois que c'était la première fois que quelqu'un de son cercle reconnaissait que je n'étais pas le méchant, que j'avais essayé et que je n'étais pas fou de ressentir ce que je ressentais. Puis, à ma surprise, elle a proposé de m'aider, me demandant si j'avais besoin d'aide pour m'installer dans mon nouvel endroit. Je l'ai remerciée, mais j'ai dit non. Je ne voulais pas brouiller les lignes ou commencer quelque chose de bizarre. J'étais encore en train de trouver mes repères, et je n'étais pas prêt à inviter des gens dans cet espace. Cette petite conversation m'a fait réfléchir si la meilleure amie de mon ex-femme, qui était proche de Sophia, pouvait voir mon point de vue, que se passait-il vraiment en coulisses? Quelles choses Sophia avait-elle dites à ses amis à mon sujet? Et étaient-ils tous vraiment de son côté? Ou observaient-ils simplement les choses s'effondrer sans rien dire? Ce moment a planté une graine. J'ai commencé à me demander combien de la froideur de Sophia venait d'elle et combien avait été influencé par les gens autour d'elle. La gentillesse de sa meilleure amie m'a fait remettre en question les dynamiques que je n'avais pas vues auparavant. Et plus que tout, cela m'a rappelé que parfois, la vérité apparaît quand on s'y attend le moins, et de la part de personnes qu'on n'aurait jamais pensé entendre. 6 mois s'étaient écoulés depuis la signature des papiers, et je commençais tout juste à m'installer dans ma nouvelle routine, puis, de nulle part. J'ai reçu un message de Sophia qui disait « As-tu déjà eu l'impression qu'on a peut-être précipité les choses après l'avoir lu ?» Ma première réaction n'a pas été la colère ou la confusion. C'était le calme. Je savais que quelque chose devait avoir changé de son côté, car je n'avais laissé aucune place aux signaux ambigus quand nous nous sommes séparés. Alors, je lui ai demandé de clarifier. Elle a insisté pour qu'on se rencontre et qu'on parle, ce à quoi je me suis d'abord opposé. Mais j'ai fini par accepter. Nous nous sommes retrouvés dans un café public. Elle s'est ouverte. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à tout, à moi, à la façon dont les choses s'étaient terminées, et à la personne qui l'avait encouragée à mettre fin à notre mariage. Sa meilleure amie, celle que j'avais croisée au supermarché, qui s'était montrée si gentille et compréhensive. Mon ex-femme a avoué comment elle lui avait murmuré à l'oreille ce qu'elle méritait, comment d'autres femmes avaient mieux et comment elle devrait arrêter de se contenter de moins. Ce que Sophia ne savait pas, c'est que cette même femme s'était montrée amicale avec moi une semaine après notre séparation. Si je l'avais laissée faire, elle serait probablement venue régulièrement chez moi. J'ai gardé mes distances et je n'ai pas entretenu cela. Sophia a continué en disant qu'elle avait enfin vu sa meilleure amie sans son masque. Depuis le divorce, elles avaient passé plus de temps ensemble, assez pour que Sophia remarque des fissures. Toutes ces histoires que son amie racontait sur son mari généreux et affectueux étaient des mensonges. L'homme la laissait à peine parler. Il était bruyant, méprisant, et la rabaissait constamment devant les autres. Sophia m'a dit qu'elle avait vu son amie se replier en sa présence. La même femme qui lui faisait la leçon sur l'indépendance n'avait même pas la liberté de finir une phrase avec son propre mari. C'est là que la culpabilité l'a frappée. Elle m'a dit « J'ai passé tellement de temps à te comparer à cette version imaginaire de son mari, alors que c'était toi qui étais vraiment là, qui faisait des efforts, qui essayait de nous tenir ensemble. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. » Puis elle a posé la question que j'attendais à moitié, mais que je n'étais pas sûr d'entendre. Penses-tu qu'il y a un moyen de réessayer? Je l'ai regardé et je lui ai dit non. Je ne veux pas revenir en arrière parce que j'ai enfin compris ce que c'était que la paix. Elle était assise là, en face de moi, disant toutes les choses que j'avais autrefois supplié d'entendre. Tu me manques. Je ne savais pas à quel point j'avais de la chance. J'ai fait une erreur. Peut-être que quelques mois plus tôt,
Ces mots m'auraient brisé. Mais maintenant, ils sonnaient mes cocos et des échos dans une pièce vide. La vérité, c'est que j'ai appris à apprécier le calme, j'ai appris à aimer ma propre compagnie. Il n'y a plus de tension qui m'attend à la porte. Plus de traitement silencieux pendant le dîner. Plus de tiraillements émotionnels chaque fois que j'essaie de dire ce que je pense. J'ai appris à dormir sans avoir l'impression qu'une tempête se prépare à côté de moi. Ce genre de paix, ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à abandonner. Je lui suis dit que je n'étais pas en colère, que je n'essayais pas de la blesser, mais que j'avais fini. J'avais passé tellement de temps dans notre mariage à me tordre pour garder les choses ensemble. Et maintenant que je m'en suis éloigné, je vois à quel point j'avais perdu de moi-même dans le processus. J'ai retrouvé cette partie de moi maintenant, et je ne la laisserai plus partir. Elle a essayé de me rappeler les bons moments. Je lui ai rappelé les nuits où je rentrais en me sentant invisible. Elle a dit qu'elle changerait. Je lui ai dit qu'elle avait eu toutes les chances de changer quand ça comptait. Mais que je ne suis pas le plan de secours de quelqu'un. Je ne suis pas une zone de confort à laquelle revenir quand les autres options tombent à l'eau. À la fin, je lui ai souhaité bonne chance et je suis parti. Parce que ce chapitre est clos, et ça me va,